nouveau de te rendre disponible pour nous. Ok. C'est bon, là, vous voyez la Ouais. présentation? C'est bon, c'est parfait. Très bien. Donc, ce matin, on va parler d'emailing et newsletter. Je me représente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Anaïs Droyat. Donc, moi, à l'ENE, je m'occupe plutôt des PME, mais j'ai longtemps fait de l'accompagnement pour les TPE. Mes spécialités, c'est plutôt e-marketing et e-commerce. Voilà. Donc, au niveau emailing newsletter, donc moi, à titre, avec ma casquette de chargée de communication, j'en fais pas mal. Et en ce qui concerne l'accompagnement, c'est vrai que là, les problématiques qui sont plus demandées par les entreprises, c'est souvent en premier lieu, c'est vraiment tout ce qui est planning d'envoi, stratégie de contenu. En fait, elles ne savent pas quoi envoyer comme type d'emailing et à quelle fréquence. Après, ce qui arrive en deuxième, en général, c'est j'envoie des emailing, mais ça ne transforme pas. Donc, il y a un problème de conversion à régler. Donc, on va regarder un peu plus en détail à quoi ressemblent les emailing. Et puis, on a aussi des demandes sur ceux qui débutent, où là, on va avoir des demandes, des besoins sur comment je constitue ma base de contact, quelle solution je choisis. Donc le sujet il est assez vaste, je vais être assez synthétique pour qu'on reste dans le temps imparti. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez que j'approfondisse certains points. Donc voilà le menu de cette heure qu'on va passer ensemble. Je vais rappeler quelques notions de base d'abord. Ensuite, c'est un peu le déroulé classique de ce qu'on fait quand on décide d'envoyer un emailing. D'abord, on constitue une base de contact, dont je vais parler de comment on la constitue, comment on l'entretient aussi. Ensuite, je vais aborder tout ce qui est création d'un emailing et d'une newsletter. Ensuite, stratégie d'envoi, ça va être tout ce qui est planification et c'est là aussi qu'on va parler des solutions qui existent sur le marché. Et enfin, je terminerai avec tout ce qui est analyse, sur quels indicateurs il faut surveiller. Donc, les notions de base. D'abord, je vais commencer par quelques chiffres clés parce que c'est vrai qu'il y avait, quand l'emailing est arrivé, ça marchait très bien et puis après on a eu une plongée un peu dans l'efficacité. Aujourd'hui, il y a un peu ça marche de nouveau bien parce qu'on n'envoie plus des emailing de la même manière. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faire des envois ciblés, du coup d'envoyer vraiment le bon message à la bonne personne au bon moment, ce qui fait que ça marche mieux. Donc aujourd'hui, en France, 37% préfèrent l'email pour suivre l'activité d'une marque, contre 8% pour les réseaux sociaux. Donc ça montre que voilà, l'emailing a encore son intérêt dans une stratégie marketing. 66% des consommateurs ont déjà effectué un achat en ligne suite à un email marketing. Donc là encore, il y a une vraie efficacité en termes de conversion et il faut pas, c'est quelque chose, c'est un levier à pas négliger à la fois en termes d'acquisition de trafic et de fidélisation. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, ça lié un petit peu à l'arrivée des smartphones et les tablettes. C'est qu'en fait, on passe notre vie devant un écran. Dès le matin au petit déjeuner, on a son smartphone dans les mains pour beaucoup. Ça continue dans les transports en commun. Au bureau, on est souvent devant un écran aussi. Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent dans le tertiaire et qui travaillent devant un écran. Voilà, et ça se prolonge comme ça jusqu'au soir. Et donc, du coup, on a toujours possibilité d'être sollicité par un email, en fait. Alors, pourquoi faire de l'emailing? Il y a trois principaux objectifs. D'abord, ça peut être juste pour de la notoriété, hein, se faire connaître. Donc ça, là, on va être vraiment sur de l'actualité sur l'entreprise. Ça peut être, c'est un peu comme parfois certains posts sur les réseaux sociaux. Le gros, quand même, de l'objectif, ça va se trouver sur l'acquisition de trafic. En général, les entreprises que vous allez rencontrer, c'est pour ça qu'elles veulent faire de l'emailing. C'est pour augmenter le trafic sur leur site ou sur une landing page. Donc, landing page, c'est une page, ça va être une page web, en fait. On appelle ça, alors ça se traduit plutôt par page de renvoi plutôt que page d'atterrissage. Parce qu'en fait, on parle aussi de landing page parfois pour
pour des liens, qui vont des liens sponsorisés vers le site. Donc, ça se traduit plutôt par page de renvoi en général. Donc, c'est une page très simple. En fait, je vous montrerai un exemple un peu après, à un autre moment de la présentation. Une landing page, l'idée, c'est vraiment de convertir. C'est-à-dire qu'il y a un bouton d'action seulement et un graphisme assez épuré. L'idée, c'est de vraiment que les gens appuient sur le bouton. Et donc une landing page, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un site web pour faire on peut faire un emailing vers une landing page et juste avoir un compte Facebook à côté, par exemple. Donc ça s'adapte pour tout type d'entreprise. Et enfin, l'emailing peut avoir aussi pour but de fidéliser les clients. Donc là, on va en parler juste après, mais ça va souvent se faire grâce à une newsletter. Et justement, comme on est dans les notions de base, j'en profite tout de suite pour faire la distinction, si ce n'est pas encore clair pour vous, entre emailing et newsletter. En tout cas, ça n'est pas toujours pour les entreprises qu'on accompagne. La grosse différence, c'est, je dirais, la fréquence. Un emailing, c'est ponctuel. Une newsletter, il y a une notion de régularité. Et d'ailleurs, dans le formulaire en fait, d'inscription qu'on va proposer pour que les gens reçoivent ces messages, il faudra bien le préciser. Est-ce que c'est juste pour recevoir de temps en temps des coupons de réduction, ou alors c'est voilà, tous les mois, vous allez recevoir de l'information sur tel sujet. Ça permet aussi que les internautes donnent plus facilement leur consentement quand on leur explique ce qu'ils vont recevoir derrière. Donc l'emailing, voilà, c'est une forme de communication à visée commerciale. Il permet d'adresser des promotions. C'est plutôt des promotions. C'est plutôt comme ça en général qu'on l'envisage. Mais ça peut être pour un objectif de notoriété, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au niveau de la newsletter, ça peut avoir un caractère vraiment purement informatif. Donc là, sur des activités, par exemple, de conseil, l'idée, c'est de montrer un peu son expertise à travers une newsletter. Par exemple, quelqu'un qui est dans le domaine des normes, d'une norme particulière, par exemple. L'idée, c'est de donner des conseils et bien sûr, il y aura forcément un petit bouton « Prenez contact » si vous voulez en savoir plus, si vous avez besoin d'un devis. Mais c'est l'information qui prime en fait dans ce genre de newsletter. Après, ça peut être aussi une newsletter pour un site de e-commerce, je pense notamment, ça peut être aussi, il peut y avoir un objectif de vente pour une newsletter. Abonnez-vous à notre newsletter, vous recevrez, vous serez informé de tous les mois du nouveau produit que nous sortons, par exemple. Voilà. Petit point pour finir dans les notions de base sur la réglementation juridique. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ce qu'a apporté le RGPD, mais ce qu'il a vraiment changé, on va dire, c'est que d'abord, il a renforcé la notion de consentement. Hein, c'était déjà le cas, mais c'est interdit de précocher une case. Oui, la case « Oui, je m'abonne à la newsletter » dans un formulaire d'inscription. Et il faut aussi procéder à ce qu'on appelle un double opt-in, c'est-à-dire qu'il faut envoyer un formulaire de confirmation d'inscription automatique en fait, à la validation du formulaire. Après, les autres notions, elles étaient déjà présentes avant, mais je les rappelle, indiquer clairement l'identité de l'entreprise, indiquer la finalité du traitement, c'est-à-dire à quoi il va servir, et dans le temps aussi, combien de temps vous allez garder la base. Signaler la fréquence d'envoi. Donc ça, c'est plus pour les inciter à, je dirais, même si c'est une obligation juridique, c'est plus pour les inciter à donner leur consentement, ça va les rassurer. Et indiquer que la déscription est possible et facile, informer l'internaute de ses droits d'accès et de rectification à ses données personnelles. Le RGPD a aussi obligé tous les collecteurs de données à garder une trace des consentements. Si on utilise un logiciel de emailing, il s'en occupe. Il n'y a pas de problème. Alors, comment on constitue et on entretient une base de contact? D'abord, ça commence par un formulaire sur un site, tout simplement. Si l'entreprise a même ne serait-ce qu'un site vitrine, c'est encore le plus simple. Et après, je vais vous présenter plusieurs moyens pour récolter des emails.
et aussi des données qui vont avec, les données personnelles qui vont avec. Mais c'est bien de leur dire de prévoir un scénario d'accueil du prospect. Alors, dans l'idéal, c'est bien que ce soit automatisé, etc. Ce n'est pas toujours possible, on n'a pas toujours les outils et les moyens de le faire. Par contre, c'est bien que l'entreprise se mette en place, mette en place au moins une petite routine. Et voilà, il s'inscrit à un formulaire. Bon, il va certainement recevoir un message automatique, mais derrière, par exemple, une semaine après, je lui dis, ben, vous faites partie de notre base, bienvenue, quelque chose d'un peu plus convivial. Alors, peut-être pas donner tout de suite un coupon de réduction, mais voilà, tout de suite commencer à déjà à lier un peu une relation avec ce prospect, qui, dans l'idéal, devrait devenir un client si tout se passe bien. Alors, un des moyens les plus utilisés, qui est assez efficace, même s'il n'est pas trop apprécié en général des internautes s'il est mal fait, je dirais, c'est la pop-up. La pop-up sur un site, c'est-à-dire que, bon, vous connaissez tous, c'est la petite fenêtre qui vient se mettre en superposition. Ça marche bien parce qu'il prend de la place, évidemment. L'idée, dans beaucoup de back-office de sites, souvent c'est des modules en fait qu'on vient rajouter quand c'est pas natif dans le back-office. Mais en général, il y a quand même des options. On peut choisir de le faire apparaître, par exemple, au bout de la 3e page vue par l'internaute. On peut choisir de ne pas lui représenter aussi dans le cas d'une autre visite. Donc là, on va fonctionner avec un système de cookies qui va noter que le visiteur il est déjà venu la semaine précédente. On ne va pas lui reproposer parce que c'est vrai que c'est quand même… c'est assez présent, hein, une pop-up, mais ça peut agacer, ça cache le site, qui est quand même le produit, le moyen de vendre. Donc, il ne faut pas non plus que la pop-up vienne prendre toute la place. Au niveau de… Alors, il y a autre solution, la location et l'achat de base. Alors, pourquoi location et achat? Parce que souvent, quand on achète des adresses B2C, c'est de la location. C'est-à-dire que ce n'est pas directement la société qui… Je vous demande juste une seconde. Voilà. Excusez-moi. Dans le cas du B2B, c'est de la location de base, c'est-à-dire que c'est le prestataire qui dispose de la base d'adresse email qui va faire l'envoi. En fait, on va lui donner des critères. Moi, je voudrais envoyer un emailing à une cible CSP+, dans telle région. Donc, avec le prestataire, ils peuvent vous aider aussi sur la création de l'emailing. Il y a des prestations qui existent, mais au final, c'est lui qui va envoyer l'emailing. On ne sera jamais en possession des adresses. C'est assez courant. Par contre, dans le B2B, les deux sont possibles. On peut avoir de la location et de l'achat. C'est-à-dire qu'on peut être, je crois que sur Manageo, par exemple, on peut être propriétaire. Alors, c'est un peu plus cher, mais on peut être propriétaire des adresses. C'est-à-dire que, pareil, on fait une sélection sur les critères. Je voudrais les adresses de tous les cabinets médicaux, par exemple, sur toute la France. Vous allez récupérer toutes ces adresses email-là. Alors, par contre, il faut quand même être vigilant. Quelqu'un voulait intervenir? J'entends des bruits. Non? Bon, d'accord, je continue alors. Il faut bien poser des questions aux prestataires sur comment sont récupérées ces adresses et surtout, voilà, qu'on se couvre sur la notion de consentement, surtout si on est dans l'achat de bases de données. Après, bon, je vous rassure quand même, dans le cadre du B2B, il y a la notion de consentement est, on va dire, un peu moins importante. Voilà, il faut toujours privilégier la qualité à la quantité. Ce n'est pas parce qu'on a une base de 10 000 contacts peu qualifiés qu'on va arriver au final à convertir. Parfois, une base de 300 bien qualifiée sur une bonne base, ça peut être beaucoup plus bénéfique. Les jeux concours. Donc, les jeux concours, ça peut être un bon levier pour acquérir d'emails de prospects. C'est aussi un bon outil de fidélisation.
Au début du mois, là, genre, j'anime un club de e-commerce et le sujet de ce mois-ci, du mois de juin, c'était comment je cartonne pour Noël. Donc, c'est tout ce que je prépare pour les fêtes de Noël se préparent dès maintenant en matière du e-commerce. Et il y avait quelqu'un qui nous disait qu'une e-commerçante disait qu'elle, tous les ans, elle faisait un calendrier de l'Avent, un jeu concours sous forme de calendrier de l'Avent au moment de Noël. Ça marchait très bien. D'abord, ses clients habituels étaient contents parfois de gagner des lots. Et puis, ça lui permettait aussi d'acquérir de nouvelles adresses. Alors après, elle avait mis en place, je vous le disais tout à l'heure, un scénario pour accueillir les nouveaux et les transformer au fil des envois en clients. Par contre, je veux dire, le revers de la médaille, c'est qu'avec les jeux concours, on peut attirer ce qu'on appelle des concouristes, c'est-à-dire des gens qui ne font que ça. Il existe des sites en fait où il y a des listes de tous les concours possibles. Et en général, ces gens-là, ils ont une adresse spécifique qui ne sert que pour s'inscrire à des concours. Donc là, c'est très simple. Hein, il suffit de mettre en place une sorte de routine. Alors, ça peut être automatique si l'outil d'emailing le permet, ou alors ça peut être manuel. C'est de se dire, par exemple, au bout de 300 jours, si mon contact n'a rien fait, il n'a pas cliqué, il n'a pas ouvert un emailing, j'annule son consentement. Après, alors voilà un exemple de landing page. Souvent, les pages de renvoi en fait, des jeux concours, ça se traite comme des landing pages. C'est-à-dire qu'on va avoir, ce que je vous disais tout à l'heure, une page très épurée, avec vraiment un bouton d'action, un call to action très très présent. Voilà à quoi ça peut ressembler. C'est l'occasion. Les co-enregistrements, qu'on appelle aussi co-inscription, co-abonnement. L'idée, en fait, c'est que ce soit un partenaire qui récupère pour vous une adresse. C'est-à-dire que lui, dans son formulaire d'inscription, ou parfois dans des jeux concours d'ailleurs, il va proposer à ses contacts de s'inscrire à votre liste de diffusion. Donc évidemment, il faut bien vérifier qu'il ait fait ça dans les règles, qu'il y ait bien un opt-in. Mais voilà l'idée. Donc ça peut se faire, pour optimiser, on va dire, les chances que la case soit cochée, c'est mieux de donner des précisions sur, enfin que le partenaire avec qui vous travaillez, enfin que avec qui l'entreprise souhaite travailler donne des informations sur justement ces fameux partenaires, si on case la case. Donc par exemple, ça peut être, parce qu'en général c'est des entreprises qui travaillent un peu dans le même domaine, donc ça peut être le Made in France, l'univers pour enfants. Ça vous intéresse de recevoir des produits Made in France, par exemple, c'est une entreprise qui vend des meubles éco-conçus en France, ça peut peut-être l'intéresser de recevoir des coussins, des tissus imprimés en France. Voilà. Le mieux, c'est encore de pouvoir donner le choix des partenaires parce que au moins l'internaute, il peut aller se renseigner peut-être en amont, ou au moins ça peut lui donner un petit peu plus envie de donner son consentement. Il existe 2 solutions supplémentaires pour le B2B. D'abord, il existe des outils de croisement avec la CRM. Alors, c'est des outils payants, mais qui vont permettre de connaître l'identité des professionnels qui passent sur le site. Donc, concrètement, presque tous les jours ou tous les 2 jours, en fait, alors là, je vous ai mis un exemple d'outil, GetPlus, avec le lien, va croiser, en fait, lui dans ses bases aussi, dans ses bases à lui, des gens qui sont sur le site, qui sont tracés par cookies. Il va retrouver qui c'est, et quelle est son adresse email, et il va vous pousser ces prospects-là. C'est vrai qu'en général, 90% des gens qui passent sur un site, on ne sait pas qui c'est. On n'a pas d'infos sur eux. Et les aspirateurs à email, alors là, bon, ça ne fournit pas forcément des emails qualifiés, mais bon, ça peut marcher. L'avantage, en fait, c'est que c'est des outils qu'on paye une seule fois. Donc, alors,
je crois que par exemple Contact Express, la licence, elle doit être autour de 150 €, je crois. Mais après, on s'en sert à vie. Voilà. Il suffit de mettre des critères dans le logiciel et ça vient aspirer, tous ceux qui n'ont pas mis leur email sous forme d'image ou codé, quoi. Voilà pour la collecte de contacts. Maintenant, une fois qu'on les a collectés, il faut qualifier sa base, la structurer, la segmenter. Donc, on va faire aussi le point sur ces mots-là. La structuration, en fait, c'est vraiment les champs qu'on va avoir sur sa base de contacts. Il faut imaginer un tableau Excel et voilà. C'est comment on va structurer. C'est important de bien le réfléchir en amont parce qu'après, c'est un peu la structure de base qui va nous servir à faire des croisements, des filtres. Donc, c'est important pour l'entreprise de savoir de quoi elle va avoir besoin, ce qu'elle peut demander. Et ce qu'elle peut obtenir aussi, parce qu'il y a des données qui vont provenir de formulaire d'inscription, j'ai envie de le mettre au pluriel, parce qu'on peut en faire plusieurs. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et il y a aussi les données qui proviennent du comportement. Donc là, on va être peut-être plus sur des données, qu'est-ce qui a été consulté, qu'est-ce qui a été acheté. Donc voilà, c'est important de bien le réfléchir parce qu'après, on va pouvoir faire une segmentation. Alors là, une segmentation simple, ça va être des filtres sur plusieurs champs. Et après, on peut faire une segmentation aussi par échelle de valeur. Donc ça, c'est intéressant on veut vraiment pousser vraiment le ciblage des emailing. Donc l'idée d'une segmentation par échelle de valeur, ça va être de donner, de noter en fait chaque contact de 1 à 5 sur le dernier achat, la fréquence d'achat et la valeur des achats. Donc évidemment, là j'ai pris l'exemple ça s'adresse plutôt aux e-commerçants parce que c'est plutôt pour le e-commerçant que l'emailing commercial a le plus d'importance en fait. Pour les autres secteurs d'activité, on va dire, ils ont d'autres moyens de vendre. Un e-commerçant, c'est juste Internet, quoi. Donc, évidemment, c'est pour, dans le cas du dernier achat, c'est ceux qui ont acheté il y a longtemps, et 5, c'est ceux qui ont acheté récemment. Pareil pour la fréquence. 1, c'est ceux qui achètent peu souvent. 5, ceux qui achètent fréquemment. Et donc ça va nous permettre de définir des profils et de savoir quelle action on mène auprès d'eux. Donc les clients premium, par exemple, c'est ceux qui ont acheté il n'y a pas longtemps, qui achètent souvent et dont le panier d'achat est important. Donc eux, le but, c'est vraiment de les garder, quoi. Donc on va être dans des emailing orientés fidélisation, peut-être avec vraiment une politique de fidélisation, peut-être avec des points, des récompenses à partir d'un certain seuil, voilà. Je prends l'exemple aussi juste après du client premium à relancer. Lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas acheté. Je sais ça, oui. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps qu'il n'a pas acheté. Par contre, il avait l'habitude de beaucoup acheter. Et en plus, le montant de ses achats est important. Donc lui, c'est vraiment, il faut le récupérer en fait. Donc ça peut se faire notamment avec des offres spéciales, des coupons de réduction. Et donc voilà, il y a tous ces cas-là. Le dernier, c'est celui qui n'a pas acheté depuis longtemps, qui n'achetait pas souvent et qui en plus n'achetait pas beaucoup. Donc lui, il faudra peut-être procéder à son exclusion de la base. Alors, j'aime pas dire exclusion, en général, on parle plutôt d'annulation du consentement, c'est-à-dire qu'on laisse dans la base, on ne sait jamais, il peut revenir, mais par contre, on annule son consentement, ça veut dire qu'on considère qu'il ne veut plus recevoir d'emailing. Voilà. Donc ça, je pense que si vous travaillez avec des e-commerçants, je trouve que ça peut être une bonne base pour essayer de mettre en place une vraie stratégie d'envoi de emailing. Après cette base, il faut la qualifier, c'est-à-dire qu'il faut en savoir le plus possible sur les contacts pour pouvoir mieux cibler en fait ce qu'on va leur envoyer.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle le lead nurturing, c'est-à-dire qu'on va nourrir des prospects pour qu'ils nous donnent aussi des informations sur eux. Donc, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure qu'il pouvait y avoir plusieurs formulaires d'inscription. Le premier formulaire d'inscription, en général, il faut qu'il soit très light. Hein. Alors, dans le cas du B2C, par exemple, c'est vraiment celui qu'on peut avoir quand on commande. Nom, prénom, adresse, voilà. Par contre, après, c'est bien d'avoir quand même des informations sur leur centre d'intérêt, tout ça. Donc ça peut se faire, par exemple, à travers d'un jeu concours. Ça peut se faire à travers juste un petit questionnaire, on veut en savoir plus sur vous, il faut que ce soit bien fait évidemment, pour vous proposer des offres qui correspondent à vos besoins. Donc voilà, il va falloir travailler sa base pour mieux la qualifier. Plus on en saura sur les contacts, plus on aura de chance de leur envoyer le bon message au bon moment et avec le bon sujet. Et enfin, ça c'est un point qui est souvent négligé par les entreprises malheureusement, donc je compte sur vous pour leur rappeler que c'est très important d'entretenir sa base de données. Pourquoi? D'abord parce qu'il faut qu'elle soit toujours qualifiée. Si les données sont plus à jour, le message il va pas faire mouche, quoi. Et puis, souvent ce que les entreprises ne savent pas, c'est que ça va leur permettre de passer plus facilement les filtres anti-spam. Si les filtres anti-spam se rendent compte que vous envoyez beaucoup de messages qui sont jamais ouverts ou beaucoup de messages qui arrivent dans des boîtes aux lettres qui sont pleines, ou alors que c'est refusé, enfin bon, tout ça, c'est des voyants négatifs qui fait que l'email, il peut se retrouver en fait au final, enfin, le domaine plutôt risque de se faire qualifier de spammer en fait. Je reviendrai sur cette notion de spam tout à l'heure et de livrabilité. Donc l'idée, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, c'est supprimer tout ce qui est email en erreur. Parfois, ils sont juste signalés en fait par les outils d'emailing, mais ils ne sont pas supprimés. Donc ça, il faut que ce soit fait manuellement. Et puis, il faut avoir une routine. Donc, je vous avais donné l'exemple des 300 jours tout à l'heure, mais bon, c'est une moyenne à voir en fonction de l'activité de l'entreprise et ce qui marche le mieux. Parfois, il faut tâtonner pour supprimer les inactifs. Un inactif, quelqu'un qui n'a rien fait pendant un an, il ne va pas forcément se réveiller au bout d'un an, quoi. Donc, il vaut mieux annuler son consentement et peut-être qu'un jour, il reviendra. Pour tester sa base, clé mail. Alors en fait, cet outil, alors je crois qu'il est payant, il me semble. J'ai un doute là, à vérifier. Il permet en fait de diminuer le nombre d'adresses email non valides dans une liste de diffusion. Par exemple, si on a un doute que l'outil d'emailing qu'on utilise ne permet pas de voir s'il y a des mails qui arrivent en erreur, qui prend en compte uniquement les mails qui sont blacklistés, où il y a une demande de désinscription. Dans ces cas-là, en fait, on charge un fichier en CSV et Clémail va nous mettre en face de chaque email ceux qui sont les domaines invalides, les utilisateurs qui sont invalides, etc. Par exemple, ceux qui ont changé d'entreprise ou les sites qui n'existent plus. On va avoir un détail, ça va nous permettre vraiment d'épurer la base. Voilà. On passe maintenant à tout ce qui est création d'un emailing et d'une newsletter. Alors, la forme idéale, c'est 600 pixels. Après, tous les outils d'emailing se calent à peu près là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est bien adapté aussi pour une lecture sur mobile. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on lisait de plus en plus nos mails sur smartphone et tablette. Donc, il faut le concevoir évidemment le template en responsive, mais ça, si on utilise un outil d'emailing, on ne se pose même pas la question, ce sera fait. Il faut éviter les pièces jointes parce que c'est un indicateur négatif pour les filtres anti-spam. Attention aussi à la taille des images, même si les outils d'emailing en général plafonnent la taille des images, c'est mieux qu'elles soient, alors,
quand même lisible, hein, mais c'est mieux qu'elle soit qu'elle pèse le plus petit poids possible. Il y a un outil qui s'appelle Optizilla, Optimizilla, qui permet de réduire gratuitement des images si les entreprises vous posent la question. Voilà, et éviter les emails trop longs. On veut toujours en mettre beaucoup, mais en fait, c'est pas forcément ça qui va les rendre plus efficaces. Pas d'image de fond pour une histoire de lisibilité, 13 pixels au minimum pour plus de lisibilité, mais ça en général, pareil, c'est calibré par les outils d'emailing. Il faut éviter de dépasser 2 colonnes d'information. Alors on peut avoir 3 pictos alignés, ça c'est pas gênant, mais pour la lecture, surtout pour le mobile, après, s'il y a 2 colonnes d'information, souvent quand on va lire après l'emailing sur un mobile, il va mettre une colonne après l'autre. Donc si vous mettez 3 colonnes, ça fait un email sur des kilomètres, quoi. Pas de couleurs trop vives. Et puis, essayer de respecter un ratio 50% de texte, 50% d'image. Voilà, ça c'est vraiment plus pour le côté filtre anti-spam, même si après, on se rend compte que les images convertissent quand même plus que le texte. D'ailleurs, c'est l'objet de la diapo suivante. Des petites statistiques d'abord, avant de parler du contenu, de ce qu'on met dans son email, dans son emailing. Qu'est-ce qui retire le plus d'attention sur un emailing? Il y a une enquête qui a été faite là-dessus. En premier, c'est le texte quand même. C'est ça qu'on va regarder en premier. Et les images juste derrière, il y a quelques points d'écart. Finalement, le message, l'objet, on le regarde, mais pas tant que ça. Le bouton d'action, on le regarde qu'à 20%. Donc déjà, il n'est pas très visible. Il faut vraiment faire en sorte qu'il soit bien mis en valeur, parce que déjà, il ne retient pas beaucoup l'attention en général. Et c'est ça, et pourtant, c'est l'objectif quand on envoie un emailing, c'est qu'il y ait un clic, quoi. Qu'il y ait un clic qui renvoie soit sur une page web, soit vers une landing page. Donc, c'est important de bien garder ça en tête, c'est que 20% le bouton de clic, 20% de l'attention. Alors, au niveau du contenu, une remarque générale pour commencer, parfois, il y a les entreprises qu'on rencontre, elles n'assument pas, en fait. Elles ont peur de faire un email trop commercial, trop marchand de tapis. Il ne faut pas le cacher. Hein. Plus ce sera clair et plus l'internaute aura des chances de cliquer. Si de toute façon, il n'a pas envie d'une offre commerciale, que ce soit enrobé ou pas, ce sera la même chose. Après, sur l'émetteur, c'est-à-dire l'email d'expéditeur, dans beaucoup d'outils d'emailing, on peut le personnaliser. On peut donc déjà choisir l'adresse email, mais aussi on peut lui donner un nom. Donc, c'est pas forcément, il vaut mieux éviter de mettre service commercial ou ce genre de choses. Il vaut mieux inventer un nom. Par exemple, là, l'exemple, c'était Vincent du SAV de dodo.com. Inventer parce que si la personne qui s'occupe de faire les emailings, un jour, elle part de l'entreprise, c'est un peu délicat de reprendre son prénom, quoi. Et c'est mieux de garder une continuité, que les internautes aient l'habitude de recevoir des informations de telle personne dans de telle entreprise. Voilà, humaniser, ça finalement, ça a plus de chances de faire ouvrir le mail. Et attention, toute déception, autre remarque générale, toute déception entraînera au mieux un désabonnement et au pire un signalement en tant que spam. Voilà, moi j'avais encore un appel. Je passe à la diapo suivante, excusez-moi. L'objet du mail. Alors, là, je vous ai mis une liste de tout ce qu'il faut éviter. C'est plutôt par rapport au filtre anti-spam. On évite tout ce qui est notamment
écrire tout en majuscules, beaucoup de caractères de ponctuation répétés, tout ça, ça envoie des signaux négatifs au filtre anti-spam, en fait, qui se base, en fait, si vous le faites, s'il y a juste 3 points d'exclamation, c'est pas grave, mais on va dire, c'est la répétition de toutes ces erreurs-là qui fait qu'au final, le filtre, il va classer l'email en spam. Donc, il vaut mieux éviter. Et maintenant, ce qu'il faut faire, alors, j'ai trouvé un article sur Internet qui est vraiment intéressant. Je vous ai mis un lien dans la diapo suivante, mais il propose des Allô? Quelqu'un va intervenir? Non, j'ai cru. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs cas qui sont proposés de comment rédiger son objet. Donc, un exemple, c'est de faire dans le direct, hein, l'explicite, promotion sur tel produit, sortie dans mon nouvel aspirateur, voilà. C'est d'y aller direct. Donc, c'est des conseils de rédaction d'objets. Autre possibilité, jouer un peu sur l'urgence, donner un ordre. Ne vous faites plus avoir par ceci, ne cherchez plus, c'est ici. Voilà. Je vous ai mis le lien. Il y a plein d'exemples de comment, des fois, on manque un peu d'idées pour rédiger l'objet de son emailing, notamment commercial. Et donc, je trouvais ça assez intéressant. Au niveau de l'ergonomie, maintenant, il faut rester assez concis quand même dans un emailing pour qu'il soit lu, enfin qu'il soit cliqué plutôt. Souvent, on met un header, donc qui soit dans la charte graphique de l'entreprise, du site, un message. Et en troisième position, un pas plus bas, le call to action, c'est-à-dire le bouton qui va mener vers ce qu'on veut, quoi, vers une fiche produit, vers une landing page, vers un formulaire, voilà. Et dans le footer, on va plutôt mettre des éléments de réassurance en général. Voilà. À savoir qu'il existe, j'en profite parce qu'on est un petit peu sur le sujet de l'ergonomie, des outils pour prévisualiser son emailing, c'est-à-dire à quoi il va ressembler en fait sur plusieurs types de messagerie. Là, je vous en ai mis 3. Ils sont tous les 3 payants. Ils ont aussi des fonctions qui permettent de vérifier les liens et les codes et le code HTML, voir si le code HTML il est propre et de vérifier si les liens vont être bien. C'est pas que ce soit des liens morts, mais qu'ils soient bien optimisés, on va dire. On en parlera un peu après, mais il vaut mieux éviter tout ce qui est lien raccourci, type Bitly, etc. Optimiser la délivrabilité. Alors, comment faire? La délivrabilité, c'est faire en sorte que l'email qu'on va envoyer arrive bien chez le destinataire. Et ce qui va faire que ça n'arrive pas, c'est notamment les filtres anti-spam. Donc, comme pour ce que je vous disais sur l'objet tout à l'heure, dans le corps du message, il y a aussi des choses à ne pas faire. Il faut éviter de répéter le mot interdit dans l'objet, mais aussi peut-être dans le corps du mail. Il faut pas d'accumulation. Il faut respecter les codes standards de l'emailing. Donc là, normalement, si on utilise un outil d'emailing, il n'y a pas de souci, mais bon, s'il y en a qui le codent eux-mêmes, qui utilisent d'autres outils, si c'est mal fait, ça peut leur porter préjudice. Renseigner les balises alt, normalement, les outils d'emailing le permettent, c'est-à-dire qu'on donne un nom aux images, c'est-à-dire que dans le cas de messagerie où les images ne s'affichent pas immédiatement, en fait, par exemple sur les messageries Outlook, il y a des petits carrés qui viennent se mettre avec une croix rouge. Il y a quand même du texte qui va s'afficher. C'est ça la balise alt. Donc, pas de lien raccourci, je l'ai dit tout à l'heure, pas de lien Bitly, etc. Il vaut mieux mettre le lien en entier. De toute façon, c'est un lien hypertexte, il ne se verra pas. Donc, pas de grosse image, c'est-à-dire pas d'image avec un poids trop important. Et bien mettre un lien de désabonnement en haut et en bas.
Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser, enfin, ce que je conseille aux entreprises souvent, et on se l'applique à nous-mêmes d'ailleurs, c'est d'utiliser, à chaque fois qu'on envoie un emailing, avant d'appuyer sur le bouton, on envoie l'email à Mailtester. En fait, c'est un site gratuit qui va nous donner une adresse email unique, en fait. On va lui envoyer notre email et lui, il va nous faire un audit, en fait, de tout ce qui ne va pas, en fait, sur l'emailing. Il y a du code HTML qui n'est pas propre, il y a des images il n'y a pas la basis alt, voilà. Donc, pour optimiser, en fait, les chances de délivrabilité de l'emailing. Et autre outil, MX Toolbox, qui est gratuit aussi. Donc là, c'est plus pour tester le domaine, donc le domaine de l'entreprise. C'est pour savoir si il est blacklisté sur certains serveurs. Il vous fait une liste, en fait, voir si chez tous les services, chez Free, chez Orange, etc. Comment est-ce que j'ai des chances d'être blacklisté? Alors, à savoir que, parce que ça nous est arrivé il y a très très longtemps, pour vous dire, à l'époque, on s'était fait blacklister à l'ENE chez AOL, donc ça date. Ça fait au moins 15 ans, mais comme c'est un service américain, ça a été très très compliqué de se faire déblacklister chez eux. Et je pense que même si ça arrive à une entreprise ou ça vous arrive, j'ai un service français type Orange, c'est aussi c'est beaucoup de temps à passer dans la paperasse pour prouver qu'on n'est pas un spammeur. Donc, c'est pour ça que c'est important de respecter vraiment toutes ces choses à ne pas faire, quoi. La stratégie d'envoi. Alors, question qui revient très souvent chez les entreprises, c'est quelle solution je dois utiliser pour envoyer mes emailings. Alors déjà, la première chose, ne le faites pas avec votre messagerie, parce que, notamment pour celles qui ont une messagerie, je ne sais pas, Gmail, Orange, etc., c'est le meilleur moyen de se faire blacklister. Et à savoir que quand on se fait blacklister, j'ai une messagerie, on ne peut même plus leur envoyer d'email simple, c'est-à-dire hors envoi groupé, quoi. Donc, absolument, c'est très important de leur dire d'utiliser un outil d'emailing. Alors, d'abord, donc ça permet de passer les filtres anti-spam, de ne pas se faire blacklister son domaine. Ça permet, et il y a beaucoup de fonctionnalités aussi qui sont très intéressantes, comme pouvoir déterminer l'heure exacte d'envoi d'un emailing, le programmer, pardon, gérer tout ce qui est des inscriptions. Maintenant, la création d'emailing est très simple, c'est à base de blocs qu'on bouge très facilement, donc c'est aussi facile qu'un WYSIWYG de CMS. Et ça permet aussi il y a plein de fonctionnalités autour de la segmentation de base. Le coût, il varie en fonction du volume de mails envoyés. Donc souvent, ce sont des abonnements. Je vous disais, c'est des solutions en SaaS et des fonctionnalités. Donc moi, je ne recommande pas d'outils en particulier. En fait, ça va dépendre vraiment des besoins de l'entreprise. Donc, il va falloir regarder les fonctionnalités qui sont possibles. Ce qui va être intéressant, s'il y a une vraie stratégie d'emailing, ce qu'il va falloir regarder plus précisément, c'est la compatibilité avec notamment la CRM, par exemple. Voir si on va pouvoir lier les deux. Ça va être très intéressant de savoir, d'avoir sur sa CRM, ah bah tiens, il a ouvert, il a cliqué, et inversement, hein, sur l'outil d'emailing, on va pouvoir récupérer les données de la CRM. Ça va être intéressant. Après, parfois, on n'a pas le choix. Je pense notamment aux e-commerçants qui utilisent des solutions du type Spread Family qui leur permet de faire de l'automation marketing ou de programmer, d'automatiser des envois, etc. Spread Family, par exemple, eux, ils travaillent avec Mailchimp. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix, quoi. Nous, à l'ENE, on utilise Sendinblue depuis 2 ans maintenant. On en est assez satisfait. Mais voilà, il y en a plein d'autres. Je vous ai mis un lien vers un comparatif de solutions qui est assez, alors peut-être pas non plus
peut-être complètement exhaustif, mais il y en a quand même un peu plus de 20 qui sont présentés avec vraiment une grille comparative qui peut permettre à l'entreprise de peut-être faire plus facilement son choix. Et elle est mise à jour régulièrement. Au niveau du planning d'envoi, ça aussi c'est la grande question, c'est à quelle heure j'envoie mon emailing. D'abord, souvent on constate quand même que pour le B2B, ça marche plutôt le week-end et ça marche plutôt le soir, en semaine. Et pour les professionnels, c'est le mardi ou le jeudi de 11h à 15h. Alors, je vous ai mis aussi à droite, donc ça marche plutôt pour le B2C. Souvent, ce qui se passe, de 22h à 9h, on envoie une bouteille à la mer. En général, les gens dorment, on fait autre chose. Donc, en général, les emailing envoyés à cette heure-ci, ça ne marche pas. Voilà, puis à 9h, 10h, 10h midi, je vous laisserai regarder parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes. Donc, je ne m'étale pas là-dessus, mais ça vous donne une idée. C'est une étude qui a été faite sur l'impact des emailing B2C à différents horaires. Donc, voir à quel moment on a le plus de chances d'être lu et cliqué. Ce que vous pouvez dire aux entreprises que vous accompagnez, c'est d'aller faire un tour sur Google Analytics qui permet de savoir à quel moment le site est consulté. Ça peut donner aussi une bonne indication pour savoir à quel moment il faut envoyer son emailing. Et dernière partie, l'analyse de campagne. D'abord, les indicateurs. Donc, c'est des indicateurs assez classiques. Ce n'est pas exhaustif, mais on va dire que c'est ceux qu'il faut regarder au moins. Enfin, c'est moins ceux-là qu'il faut regarder. D'abord, le taux d'ouverture. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, un taux d'ouverture? Ça nous donne des informations sur la qualité de l'email. C'est-à-dire, est-ce que le sujet était bon? L'objet, on va dire plutôt, c'est même pas le sujet, c'est l'objet. Ça nous donne aussi une indication sur l'expéditeur. Est-ce que l'expéditeur, il a donné envie d'ouvrir le mail? Et le pré-header, alors j'en ai pas parlé. Le pré-header, en fait, c'est ce qui va s'afficher alors sur une messagerie Outlook, par exemple. On va avoir l'objet et juste en dessous va s'afficher le pré-header. C'est quelque chose qu'on peut paramétrer assez facilement en fait dans un outil d'emailing. Voilà, ça se traite un peu comme je dirais comme le complément de l'objet. Avec l'objet, on est quand même limité en termes de nombre de caractères. Il ne faut pas qu'il soit trop long. Donc, ça peut être un bon complément pour rajouter une information, renforcer l'objet. Mais évidemment, il faut aussi qu'il soit très court. Par défaut, le pré-header, ça va être le début de l'emailing. Alors, si le début de l'emailing, c'est bonjour, bonjour Monsieur Dupont, ben, c'est pas ça qui va faire ouvrir le mail, quoi. Voilà, c'est bien de pouvoir paramétrer le pré-header. En plus, ça se fait assez facilement en général. Le taux de clic, il va nous renseigner sur la qualité du contenu de l'email. C'est-à-dire, est-ce que le call to action, il était bien placé? Est-ce qu'il a les mots qui étaient sur le bouton ont donné envie de cliquer? Est-ce que le rédactionnel et le graphisme ont aussi permis de concentrer, on va dire, l'attention du destinataire sur ce call to action? Est-ce que l'offre aussi était intéressante? Voilà, ça va nous renseigner là-dessus. Le taux de mise en spam, normalement, il doit être presque nul si on a bien testé son emailing sur MailTester. Et le taux de réactivité, il nous permet de nous renseigner par rapport au planning d'envoi. Voilà. Est-ce que en fait l'email il a été lu tout de suite, 1 heure après, 2 heures après, 3 heures après, voilà. La prochaine fois, ben, on va peut-être voilà. Ça me permet d'ailleurs de vous dire que sur l'emailing, c'est assez rare qu'on tombe pile poil du premier coup. L'emailing, avant de savoir bien comment va réagir sa cible, etc., il va falloir en envoyer plusieurs. Et c'est vraiment, j'y reviendrai, voilà, c'est la diapo d'après, c'est les actions correctives. C'est important d'analyser sa campagne à chaque fois au regard des résultats précédents. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qui a été cliqué?
pour pouvoir mettre en place des actions correctives sur les suivantes. Et c'est vraiment ce travail-là qui va faire que les emailing, ils vont être normalement, ils vont convertir de plus en plus en fait. Il faut tenir compte aussi il faut apprécier l'analyse, elle peut se faire sur les données que je vous ai données, ces indicateurs-là, mais il ne faut pas aussi s'interdire de tester des nouvelles choses. Alors, quand on a un doute notamment sur le graphisme, la disposition des éléments, le call to action, les images, le texte, il y a plusieurs outils d'emailing qui proposent de faire des tests AB. C'est un peu comme les sites, comme pour les sites internet. En fait, on va pouvoir, en fonction de, ça va être choisi, ils vont être choisis aléatoirement, mais on va dire qu'il y a une partie des destinataires qui vont recevoir un email disposé d'une certaine manière et l'autre partie qui vont recevoir l'email disposé d'une autre manière. Et on va voir au final celui qui convertit le mieux. Donc, sur Sendinblue, par exemple, il y a encore quelques semaines, j'aurais envie de dire, on pouvait faire ça que sur l'objet, on pouvait faire varier que l'objet. Aujourd'hui, on peut faire varier aussi le contenu. Donc, les autres outils d'emailing, c'est à regarder de plus près. Mais en tout cas, voilà, sur Sendinblue, c'est en natif, il n'y a pas besoin de payer une option supplémentaire. C'est important aussi quand on fait de l'emailing d'avoir vraiment une stratégie de relance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a envoyé son emailing, je pense plutôt là, on est plutôt dans l'emailing commercial, on n'est pas dans la newsletter, c'est-à-dire de se dire, de se faire même l'arborescence. Les ouvreurs, qu'est-ce que je fais? Ils ont cliqué, OK. Donc, ils ont cliqué, allez voir s'ils ont converti. Donc là, c'est aller voir ce qu'ils ont fait sur le site. Il y en a qui ont ouvert, mais ils n'ont pas cliqué. Qu'est-ce que je fais? Je fais une relance. Qu'est-ce que j'écris dedans? Je l'envoie à combien? En général, on dit une semaine. C'est pas mal comme intervalle. Ceux qui n'ont pas ouvert, je fais une relance. Qu'est-ce que je mets? Je vais essayer de changer l'email, je vais essayer de changer la disposition. Bon, après, s'il y en a qui n'ouvrent jamais, comme je vous disais, on en considère qu'ils sont inactifs, il faut annuler leur consentement. Mais il faut essayer de dire à l'entreprise qu'on accompagne que c'est important qu'elle fasse cette arborescence, qu'elle n'envisage pas un emailing juste one shot, je fais l'emailing, je regarde les résultats. Non, c'est vraiment, je fais l'emailing. Bon, en fonction de la réaction de l'internaute, je prévois déjà le coup d'après. Voilà. Et après, le must, c'est d'avoir, j'ai une merci de votre attention qui est venue se mettre en plein milieu. Une vraie stratégie d'automation marketing, c'est-à-dire de faire des scénarios. Alors ça va se faire évidemment avec un outil d'emailing adapté. Parfois, il faudra payer en plus pour certains outils d'emailing. Ça peut se faire aussi avec des outils, donc je vous ai parlé de Spread Family, il y a aussi Nosto qui permet de faire ça, où en fait, en fonction du comportement de l'internaute, il y a des emails automatiques qui vont partir. Alors, l'intérêt que ce soit automatique, c'est que ça fait gagner du temps, quoi. On réfléchit une bonne fois sur ce qu'on va écrire, à quel moment, et après, les emails, ils sont envoyés directement. Et ça marche vraiment très, très bien, notamment en e-commerce, ces systèmes de scénarios. Ça permet de vraiment avoir des bons taux de conversion. Alors justement, je termine sur cette histoire de taux de conversion. Alors, nous, on a l'habitude de le faire avec Google Analytics. Ce qui est intéressant de faire, là, je n'aurai pas le temps de vous montrer, mais c'est pour voir les effets d'un emailing sur un site internet, c'est de créer des objectifs en fait sur Google Analytics pour voir comment en fait un emailing est converti. Donc, c'est-à-dire que moi,
Ça peut être, par exemple, est-ce que l'objectif, ça peut être aller jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière étape du tunnel d'achat, par exemple. Donc, on va voir, ah bah tiens, cet emailing-là, il a permis de générer tant d'euros ou il a permis de générer tant de ventes. Voilà, c'est ça aussi qui va permettre de tirer des leçons en fait de ces emailing et de mettre en pratique, de réutiliser ce qui a bien marché et d'arrêter ce qui ne marche pas. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Allô? Et alors, on est là, mais il y a beaucoup de timides qui n'osent pas prendre la parole. D'accord. Il y a Euh, des questions dans le chat? Il n'y a pas eu de questions véritablement. Il y a eu pas mal de petits gifs. Là, heureusement que Teams a mis en place les gifs. Ah, d'accord. Non, c'était très intéressant et effectivement, pour avoir été confronté comme toi, enfin comme vous, à la question de se retrouver sur une blacklist, c'est vrai que enfin, ça incite à la prudence et ça incite aussi peut-être à mettre en place des mesures. Enfin, il y a des outils, des outils professionnels qui le font assez bien pour s'en prémunir, mais enfin, faire attention à ça parce qu'une fois qu'on a blacklisté le nom de domaine, par exemple, de son organisation, c'est sûr que c'est une vraie plaie pour arriver à en sortir. Ouais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Allô, allô? Oui, Oui, Samuel. Ouais, Anaïs? oui, Samuel. Ouais, c'est Samuel en Dordogne. Alors, moi, je suis en voiture, hein, j'ai suivi la conférence en voiture. Preuve D'accord. en est, c'est qu'on est à peu près du haut débit, à peu près partout en Dordogne. Alors, j'avais juste C'est une bien. question toute simple. Tu as dit que tu avais changé pour Sandinblue. Oui, Effectivement, nous, on a changé pour Sandinblue. Est-ce que ça a été dans le même sens que nous? C'est parce qu'ils étaient RGPD compliant, comme on dit? oui. Ou est-ce que c'était en termes de fonctionnalité? Effectivement, nous, on fonctionnait avec Mailchimp avant. Est-ce que ça a été la même cause, en fait? C'est parce que Mailchimp n'était pas forcément, comme c'est une plateforme américaine et tout ça, qui ne répondait pas à tout ce qui est RGPD. Est-ce que ça a été pour la même cause, quoi? Alors non, parce que nous, on a changé en 2017, si je me souviens bien. Oui, donc ça fait 3 ans. Donc, c'était pas encore cette notion de RGPD, elle n'était pas aussi, enfin, même si c'était dans les cartons, on va dire que c'était pas aussi important. On a changé pour une histoire d'ergonomie de création, parce que notre ancien outil était, c'était un outil éditeur et on était très contraints dans la création d'emailing. Et donc, on trouvait que Sendinblue était vraiment très facile à apprendre en main. On pouvait faire beaucoup de choses. Et aussi, qu'il y avait une très bonne, ça, j'en ai pas parlé, mais comment dire, le rendu dans les messageries des destinataires aussi est très fidèle à ce que nous, on a sur notre back-office. Parce que ce n'est pas toujours le cas avec les outils d'emailing. Des fois, on a des surprises. Hein. D'accord, d'accord. Voilà. Et alors, j'avais une autre dernière question. Oui. C'était plutôt, on a parlé, bon, j'ai le cas concret. Hein. Là, dans la semaine, là, on a eu une petite plainte là, sur des emailing qu'on avait envoyés au niveau de la CCI. Oui. Notre prestataire qui s'occupe de nous pour la partie emailing, là, à travers Sandinblue, nous dit, c'était une des premières fois qu'on avait vraiment une plainte aussi importante. Hein. Il nous dit, je l'ai blacklisté dans la base. Et la question sur le RGPD, c'est est-ce que le blacklistage, ça suffit ou est-ce qu'il va falloir donner la preuve qu'on t'a effacé carrément de la base, quoi. En fait, moi, je suis un peu pauvre là-dessus, en fait. Sur cette Non, on n'a pas à donner. Après, enfin, ça nous est tous arrivé. Je pense qu'il faut faire de plates excuses et bien effectivement le mettre dans la blacklist. Comme ça, on est sûr que même s'il y a eu, parce que souvent quand il y a plusieurs personnes qui gèrent les emailing dans une entreprise, on se retrouve avec des imports successifs de personnes qui ne sont pas toujours les mêmes. Et du coup, quelqu'un qui avait été enlevé revient de nouveau. Donc, le plus simple, c'est qu'une fois qu'il est dans la blacklist, peu importe que cette personne soit de nouveau importée, elle ne recevra plus. D'accord, ok. Ouais, mais c'est vrai que bon, comme on avait D'ailleurs, cette de prouver que voilà, le flux dans lequel ils sont installés, enfin, cette adresse email est installée, ou la notion de données personnelles est installée, je pensais qu'il fallait carrément montrer patte blanche et dire voilà, je te prouve que tu as bien été supprimé de la base.
Non, c'est pas, il n'y a pas d'obligation là-dessus. Par contre, si jamais ça me fait penser que si jamais on change d'outil d'emailing, c'est important non pas d'exporter juste sa base, mais il faut aussi réimporter sa blacklist pour éviter ce genre de problème. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? A priori, non. Merci beaucoup, Anaïs. Bon, ben, je t'envoie le support, Yvan. Ouais, merci encore et à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Merci, c'était très clair. Merci. Salut. Ouais, c'est Olivier là. Il y a du monde qui nous attend. Il faudrait que vous raccrochiez pour vous raccrocher sur l'autre conférence, sur notre réunion. Vous savez, on a une démonstration qui va être faite par Vincent Goffreto. Voilà, c'est ça. Alors en fait, il y a toute une partie des conseillers qui n'avaient pas percuté que ça avait été avancé à 9 h. Donc il y en a qui l'attendent pour 11 h la formation. Bon, bah, dommage. Et, Bon, donc là, ils sont en ligne sur l'autre côté, là, dans l'autre salle. ça marche. Ce que je vous propose, c'est de tous raccrocher et de tous vous reconnecter à partir du lien qui avait été envoyé